Bonjour à tous et bienvenue dans Point Paul, la grande web émission politique imaginée, concoctée chaque semaine par l'internaute.com, par le Lab Europa, représenté aujourd'hui par Aurélie Marciro, par le Huffington Post, représenté aujourd'hui par Geoffroy Clavel, et par le Journal du Dimanche, représenté aujourd'hui par Arnaud Faucreau. Bonjour. Bonjour à tous. Votre invité aujourd'hui est une insoumise d'une espèce assez rare, il faut le dire, députée élue avec le soutien de la France Insoumise et du PCF. C'est d'ailleurs sous l'étiquette communiste qu'elle a fait ses premières armes en politique. De 2001 à 2008, elle était conseillère de Paris. Elle est aujourd'hui conseillère d'Île-de-France, essayiste, féministe, engagée. On ne la présente plus en réalité. Mais aujourd'hui, il faut le dire, elle est camarade parlementaire de Jean-Luc Mélenchon. Notre invitée, c'est Clémentine Autain. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, descends un peu le dire. Descends un peu. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Point Paul. On commence tout de suite par notre séquence habituelle de cette émission. C'est la séquence Légender cette photo, la photo qui apparaît sur cet écran derrière vous. Oui, c'est le but de l'exercice. On exhume une photo d'un passé plus ou moins récent. Celle-ci date de 2001, il me semble. Ça fait déjà 16 ans. Vous étiez avec Bertrand Delanoë. Alors, ça nous inspire évidemment une question prétexte. Delanoë-Macron, Autain-Mélenchon. C'est révélateur un peu de l'explosion des gauches aujourd'hui. Est-ce que c'est irréconciliable? Est-ce que c'est irrémédiable, ces divisions à gauche, selon vous? Moi, j'avais fait le choix d'être dans cette bataille parisienne, puisque j'ai grandi à Paris, et Paris était vraiment détenu par la droite de façon hégémonique, forte. Donc l'idée de faire basculer Paris à gauche était pour moi une bataille très importante. Et je reconnais que le profil de Bertrand Delanoë me séduisait beaucoup parce que c'est un homme qui a, je ne sais pas comment dire, mais une forme d'éthique, de personnalité, en tout cas avec laquelle j'accrochais et en qui j'avais confiance. Vous avez été déçu qu'ils choisissent de soutenir Emmanuel Macron? Il a une forme de cohérence qui est la sienne. Je veux dire, au moment où, d'abord, c'est sur une élection municipale, on avait des points d'accord sur un projet qui était quand même un vrai projet de rupture pour Paris, à l'échelle de Paris. On y a fait des choses, je crois, très intéressantes. Et puis, moi, je suis partie avant le deuxième mandat. J'ai décidé de m'installer en Seine-Saint-Denis, maintenant 10 ans. Mais j'ai fait ce choix-là. Il l'a respecté. Il aurait préféré que je reste, mais il l'a respecté. Et lui, il a cheminé. Et après, chacun s'est inscrit dans sa famille politique. Avec des choix, moi je regrette qu'il ait choisi Emmanuel Macron, je dis franchement, j'aurais préféré qu'il soutienne Benoît Hamon. Malgré les divergences, c'était une gauche qui dialoguait. Aujourd'hui, le dialogue est rompu. Est-ce que ce dialogue peut reprendre selon vous? Est-ce que vous l'appelez ou est-ce que c'est trop tard et puis c'est définitif? Ce qui rend difficile le dialogue, c'est un parti socialiste qui a soutenu un gouvernement qui a laminé littéralement la gauche. La gauche, le Parti socialiste. Si bien que même nous, quand on est en campagne, quand on discute avec les uns et les autres, le mot gauche, et en particulier chez les jeunes, c'est impressionnant. Quand vous dites le mot gauche, les gens l'associent au bilan de François Hollande. Et le bilan de François Hollande n'est rien d'autre que la poursuite des politiques néolibérales qui ont été menées par les différents gouvernements précédents et juste avant par Nicolas Sarkozy. Donc il s'est mis dans ce moule-là, François Hollande, et le Parti socialiste l'a suivi. Donc on est face à ce problème. Donc il ne faut plus rien faire avec le Parti socialiste aujourd'hui, en tout cas avec une partie? C'est pas un problème, je ne sais pas comment vous dire. Est-ce qu'on veut inventer un chemin totalement différent de ce qui a été fait ces 30 et 40 dernières années et qui se situe du côté de la justice sociale, de l'égalité, de l'émancipation, donc des valeurs historiques de la gauche? Ou est-ce qu'on pense que le plus important, c'est d'aller discuter avec ce qui reste? Vous voyez ce que je veux dire en termes de formation politique? Donc moi, je suis très ouverte au dialogue. Je pense qu'il faut des passerelles, que pour être majoritaire dans le pays, il faudra rassembler, et y compris au-delà de notre famille politique aujourd'hui constituée. Et donc il faut ouvrir les portes et les fenêtres, mais il faut le faire sur la base d'une cohérence politique. Or, ceux qui ont soutenu jusqu'au bout le mandat de François Hollande, le gouvernement Valls, ne peuvent pas, on ne peut pas dialoguer, enfin c'est pas qu'on ne peut pas dialoguer, mais on ne peut pas trouver de point d'accord, parce que ce que nous voulons faire ne correspond absolument pas à ce qui a été fait. En creux, vous dites que vous pouvez parler avec les frondeurs du Parti socialiste. Oui, d'ailleurs on parle, c'est la réalité d'abord. Est-ce que vu ce qui se passe au PS aujourd'hui, vous avez un espoir qu'ils vous rejoignent ou quelque chose comme ça? Moi, j'aime pas trop les logiques de rejoindre tout le monde derrière nous.
préfère l'idée qu'on essaye de construire ensemble. Mais je constate qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, on ne sait pas exactement de quelle couleur il est. Si demain, ils hésitent à savoir s'ils votent ou non. Certains veulent voter la confiance à Macron, donc non, d'autres non. Bon, ils sont sortis de cette élection quand même sacrément lessivés. Le candidat frondeur, le malheureux, comme de toute façon, il avait le sparadrap du capitaine Haddock collé à lui du bilan gouvernemental, quoi qu'il dise, quoi qu'il ait été frondeur, il était associé au PS et il s'est pris une déroute absolument historique. Donc le Parti socialiste, essayons d'attendre, de voir à quoi il ressemble dans quelques mois. Je suis incapable de le dire et d'une certaine manière, ce n'est pas mon problème majeur aujourd'hui. Mon problème majeur aujourd'hui, c'est de faire grandir la reconquête populaire que nous avons réussi à initier avec le score de Jean-Luc Mélenchon qui est incroyablement haut, il faut quand même bien le dire, 19,5%, mais aussi aux législatives, une surprise de notre côté, puisque notre famille politique au sens large, elle a une trentaine de députés, là où elle n'en avait que la moitié précédemment. Donc on fait une percée, si vous voulez, et ce qui, moi, m'importe, c'est comment faire grandir cet espoir qui est né, comment agréger plus encore de force pour faire du neuf. Pas simplement un cartel de l'existant et de la gauche d'avant. Je ne veux pas refaire la gauche plurielle. Voilà. Avant de parler de ce que vous allez faire à l'Assemblée nationale, on va parler un peu de l'actualité du moment, et c'est plutôt l'actualité gouvernementale, puisque le remaniement a eu lieu hier soir. Arnaud, je te laisse. Oui, le gouvernement s'est remis au travail. Il y a eu donc l'annonce du nouveau gouvernement hier. La droite a dit que le gouvernement s'était gauchisé, la gauche, c'est ça. Et inversement, vous en pensez quoi de ce nouveau gouvernement D'abord, je constate que les profils qui entrent sont des profils très technocratiques et moins politiques. Et ce qui me semble très décisif dans les 2 jours qui ont précédé là, c'est la constitution d'un groupe de droite qui va appeler à soutenir la politique de Macron et voter la confiance. Ça, c'est le fait politique. Pas forcément la confiance, peut-être. Certains oui, certains s'abstiendront, mais en tout cas, c'est quand même une polarisation de la majorité gouvernementale qui se fait à droite. Dans le même temps, d'ailleurs, j'ai noté que le Parti socialiste semble avoir décidé qu'il ne la voterait pas. Mais vous verrez qu'au gré des propositions, tout ça va être très instable. Va être très instable, mais la nomination d'Édouard Philippe, issu des rangs de la droite, plus l'ensemble du gouvernement, son épure et la majorité sur laquelle il va pouvoir s'appuyer, indique, pour ceux qui auraient eu un doute, que ce gouvernement est un gouvernement de droite et que sa politique sera au service des plus riches. Et là où certains verraient l'émergence de la société civile au sein du gouvernement, vous les qualifiez de technocrates. Ce n'est pas la société civile pour vous ? Le terme de société civile dit tout et rien, je ne sais pas comment dire. C'est des gens qui, effectivement, n'ont pas que des parcours politiques. Ça, moi, je trouve ça plutôt sympathique. J'aime le renouvellement, j'aime le fait qu'il y ait des femmes, tout ça, ça me va très bien. Et qu'on n'est pas que des gens totalement rompus à la vie partidaire. Très bien. Le problème, c'est que là, les profils qui entrent, y compris à l'Assemblée nationale, ont des parcours qui ne les situent pas tout à fait dans le cadre de ce qui est, je ne sais pas comment dire, le monde populaire. Vous prenez Florence Parly, elle a été ministre sous Jospin, puis elle a fait sa vie dans des grandes administrations, grandes entreprises, publiques et privées, et la revoilà dans ce gouvernement de droite. Mais c'est une femme de gauche. Écoutez, moi, je ne sais pas comment on est une femme de gauche et on va dans un gouvernement de droite. Mais bon, à la limite, ne parlons pas des éthiques femmes neutres. Chacun se définit comme il a envie de se définir. Ce qui compte, c'est la politique qui est menée. Et pour ma part, ce n'est pas les personnes. Chacun s'auto-définit. Plein de fois, on m'a posé, même pour le féminisme, la question, est-ce que tel ou tel est féministe ou pas ? Est-ce que Roselyne Bachelot est féministe ? Bon, elle se dit féministe, je ne vais pas contester son appellation. Disons qu'en tout cas, on n'a pas la même vision du féminisme, ou là, on n'a pas la même vision de la gauche. Et que plutôt que de se battre sur l'étiquette, essayons de la remplir. C'est quoi être de gauche aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Mais à les qualifier de technocrates, vous leur collez vous-même une étiquette et vous les renvoyez à une catégorie à laquelle vous n'appartenez pas, vous, a priori. Donc, vous vous dites, ce sont des technocrates. Non, je pense que la France, et pas que la France d'ailleurs, est malade de ces gouvernements qui se succèdent, où en gros, quand même, on a un peu les mêmes. Il prend un peu d'anciens qui avaient gouverné avec la droite, d'anciens qui avaient gouverné avec la gauche, plus des gens qui ont été dans l'appareil d'État. Oui, c'est filiale, enfin je sais pas quoi, et qu'au total, on voit bien que c'est ce petit monde qui, je crois, est assez déconnecté de la réalité sociale du pays. C'est ma conviction. Et que la politique qui va en sortir est une politique de continuité par rapport à ce qui a été mené. C'est ça le plus important. Est-ce que vous félicitez quand même que 2 femmes soient des postes régaliens, à savoir garde des Sceaux et la Défense? Oui, toujours, je trouve ça bien qu'il y ait des... Oui, bien sûr, je trouve ça bien qu'il y ait des femmes
à des postes régaliens. Vous diriez ça de Marlène Schiappa, par exemple? Est-ce qu'elle est déconnectée? Est-ce que finalement, ce n'est pas une nomination qui montre une ouverture Moi, je ne veux pas attaquer les personnes. Je n'ai pas de leçon personnelle à faire à telle ou telle. Voilà, non, mais peut-être c'est ça important. atténue le Ce n'est pas sentiment une global. critique contre telle ou telle personne individuellement. C'est plutôt l'économie générale du gouvernement et le style, le profil politique. Emmanuel Macron a affiché un rapport au pouvoir assez monarchique et les premières propositions qu'il met sur la table, comme la loi travail, comme l'état d'urgence inscrit dans le droit commun, sont des propositions qui tournent le dos, en tout cas, à ce que moi, je veux voir advenir, c'est-à-dire plus de protection et de droits et plus de liberté. On parlera quand même de la moralisation qui faisait aussi partie des premières propositions. Mais avant cela, et d'ailleurs c'est un peu connecté, voilà, ce remaniement, il intervient aussi après le départ de François Bayrou, volontaire selon lui, peut-être un peu aidé par les circonstances. Ce départ, malgré tout, est-ce que ça marque la fin d'une vieille politique? Est-ce qu'on assiste à un changement dans les pratiques politiques? On part dès que le soupçon est posé. Alors, il faut évidemment faire attention, parce que si on part dès que le soupçon est posé, n'importe qui dépose une plainte contre quelqu'un et on dit, bah voilà, au revoir. Bon, c'est effectivement très compliqué. En même temps, pour ce sujet-là, je pense qu'il prend la mesure de l'exaspération du pays à l'égard de ce qu'on appelle les affaires, de la corruption. Et donc, je pense que là, il prend quand même une précaution vis-à-vis de l'opinion publique qui, oui, me paraît de bonne augure. Après, le problème, il est structurel. C'est-à-dire que si on veut renouer un lien de confiance, il faut, à mon avis, changer de fond en comble les règles institutionnelles. Et c'est pourquoi nous avons défendu une nouvelle République. Or là, il se moule, Emmanuel Macron, dans la 5e fortement. Donc même avec la loi de moralisation, il va y avoir quelques ajustements, un peu plus de transparence, quelques normes nouvelles posées, je pense que ça ne correspond pas au niveau de rupture qui est attendu. Et il est attendu parce que l'abstention record, quand vous avez plus d'un électeur sur deux qui ne se déplace pas pour aller voter aux législatives, il y a un problème grave. Est-ce que ça veut dire, Clémentine Autain, que vous ne voterez pas la loi de la moralisation de la vie politique? Même si vous convenez qu'il y a des choses sans doute qui vont dans le bon sens. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a dans la loi de moralisation. Ils ont été assez clairs sur quand même. Mais il y a certains aspects que nous voterons, par exemple ce qui va sur le non-cumul des mandats, ce qui permet de progresser, etc. Pas de problème. Mais moi, je ne peux pas vous dire quel sera mon vote sur un texte que je ne connais pas. Je suis désolée, je ne sais pas faire. En tout cas, sur les principes qui ont été posés, vous y adhérez, mais vous réservez votre vote en fonction de certains principes. Mais honnêtement, je pense que ce n'est pas une loi de moralisation de cette teneur qui va répondre à la défiance actuelle des Français à l'égard de la politique. politique. Ce qu'on aimerait savoir, c'est quelle sera votre attitude en général. Est-ce que vous allez soutenir des textes, même s'ils sont moins disants par rapport à vos attentes, ou alors est-ce que vous allez dire « non, c'est insuffisant, donc je ne les voterai pas ». Non, on votera ce qui nous paraît aller dans le bon sens, c'est évident. Enfin, tout parlementaire fait comme ça, normalement. Non. Bah, si, on va voter ce qui nous paraît aller dans le bon sens et on s'abstiendra si on trouve que vraiment c'est très insuffisant et on votera contre quand on y sera opposé, notamment sur la loi travail. Voilà. Il peut y avoir des insoumis constructifs, finalement, d'une certaine manière. Mais on est tous hyper constructifs. On veut construire une alternative politique dans ce pays. C'est très constructif. Un mot sur le sujet du jour, la loi antiterroriste, peut-être, Arnaud? Oui, donc qui est au programme du Conseil des ministres aujourd'hui. Le gouvernement a un peu revu sa copie. Il y a eu des craintes exprimées par les magistrats, en réintégrant notamment le juge des libertés un peu plus dans le circuit. C'est des avancées que vous saluez, en tout cas. Est-ce qu'il y a la copie un peu meilleure que celle d'avant que vous contestiez? Non mais attendez, vous vous rendez compte, on a un état d'urgence qui fonctionne depuis des mois et qui marche sur la tête de nos principes constitutionnels. Alors l'idée, c'est de sortir justement de l'état d'urgence avec cette loi. Exactement, mais c'est en même temps de faire rentrer dans le droit commun ce qui ne devrait pas rentrer dans le droit commun, mais qui devrait être l'exception. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de procéder. D'abord parce que je ne crois pas que ce soit performant pour lutter contre le terrorisme. Je pense que nous avons besoin de moyens dans le renseignement, et d'ailleurs tous les spécialistes de la question l'expliquent formidabément. Il faut suivre les personnes, il faut être capable au plus près du terrain, du maillage, d'arriver à anticiper. Moi, je suis frappée du fait, en plus, je suis élue de Sevran,
Donc vous voyez la mosquée des radars, la famille Roy qui a perdu Quentin et qui a fait un livre, la maman a fait un livre absolument formidable sur son histoire. Et ce que je ressors de cette lecture en me disant que cette femme, cette famille n'a pas été accompagnée. Il n'y a pas de cellule d'écoute. Quand vous repérez autour de vous quelqu'un qui est en train de sombrer, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, il y a des stades en fait, qu'elle décrit formidablement, eh bien, à qui on s'adresse? Où est-ce qu'on va parler? Comment on arrive à empêcher un jeune de se convertir et de partir en Syrie? Alors justement, Clémentine Ça, c'est Autain, les vraies questions. ouais, sur les raisons identifiées, puis le travail en amont, on entend bien, mais sur des questions très précises, par exemple, qu'est-ce qu'on fait d'un djihadiste qui revient en France, qui veut revenir en France? On le fait revenir en France? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le débat est ouvert, ils se font tuer en fait là-bas, on les tue. Est-ce qu'il faut... Qu'est-ce qu'on en fait quand ils reviennent? Qu'est-ce qu'on en fait quand ils reviennent? C'est la question. Ouais, c'est bien sûr que c'est une vraie question. Il faut évidemment protéger les Français. Ça, je veux dire, nous, on a à cœur de protéger les Français et certainement pas d'être laxiste vis-à-vis de ceux qui tuent et qui tuent massivement. Il faut les empêcher de revenir ou il faut les faire venir et les accompagner? Moi, je ne sais pas vous répondre sur toutes les questions là précisément parce qu'il faut les regarder très finement. Je veux être prudente là-dessus. Mais la philosophie générale, je veux quand même vous la dire, c'est que autant il faut être protéger les Français, mais pas raconter de salade, c'est-à-dire que de raconter que parce que on va pouvoir faire des perquisitions au-delà de toute norme de droit classique, etc., qu'on va bousculer nos libertés fondamentales, on va pouvoir combattre le terrorisme. Ce qu'ils veulent atteindre, c'est la démocratie, c'est la liberté qui existe dans notre pays et auquel nous sommes attachés. Donc moi, je ne troquerai pas la lutte contre le terrorisme pour un État qui serait un État de contrôle social généralisé, parce qu'aussi, je pense que ce n'est pas efficace. Je ne crois pas à l'efficacité de cette façon de prendre la question. Ça ne permet pas d'éviter des attentats. Bah écoutez, cette question se posait au moment des prolongations de l'état d'urgence. Bien sûr, mais là, on a un bilan maintenant un peu. Hein, et en fait, toute une série de perquisitions, de suivi des terroristes en puissance de ce fichier, etc. Tout ça, on peut le faire dans l'état de droit. On n'a pas besoin de l'état d'urgence pour le faire. En revanche, l'état d'urgence a permis de traiter très salement des personnalités ou des citoyens qui se mobilisaient dans le cadre du mouvement social. Ce qui a été censuré par le Conseil c'est quand même constitutionnel extrêmement depuis. grave. C'est quand même extrêmement grave. Si Donc on on peut atteint à nos libertés. Si on peut entendre que l'état d'urgence n'est pas performant, vous, et dans le groupe parlementaire où vous allez siéger, du coup, quelle est l'alternative sérieuse, une alternative sérieuse à cette course à l'échalote sécuritaire? C'est ça que les Français... c'est bien ce que je suis en train de vous dire. C'est délicat. Moi, je maintiens, je continue à penser que nous n'avons pas les moyens humains suffisants dans le renseignement, Soutiendrait dans les réseaux l'embauche de d'alerte. fonctionnaires de Bien sûr, je vais même être très précise. Vous savez, les services publics, je pense à Rougemont, qui est un quartier à Sevran dans lequel il y avait cette mosquée des radars. Bon, quand vous avez le service public qui disparaît, que par exemple pour l'aide aux devoirs, il n'y a plus personne, pour toute une série de choses, eh bien, ça laisse la place aussi à des réseaux qui vont dire « nous, on file le coup de main », nous, on est là pour toi, etc. Donc, la place des services publics dans nos vies, elle est aussi un levier pour empêcher parfois de basculer. Je ne dis pas que c'est la solution miracle. Ils ne font pas de renseignement, on est d'accord. Voilà. Si vous avez des cellules d'écoute ou si vous n'en avez pas, c'est pas pareil. Le numéro vert, ça a été lent à s'installer et ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait des lieux d'écoute et des réseaux de renseignement considérablement renforcés parce que nous n'étions absolument pas prêts pour faire face à de telles attaques. Donc ça, à mon avis, c'est le cœur pour lutter, si on veut lutter véritablement, pas simplement avoir un affichage de fermeté où on va dire maintenant n'importe qui sort de chez soi, on va tout fliquer, voir vos sacs 50 fois, etc. C'est une mesure d'affichage qui donne le sentiment aux Français qu'ils sont protégés. Mais si on veut véritablement les protéger, alors il faut remonter les filières, alors il faut que les familles puissent parler, alors il faut qu'il y ait des services publics, là où des réseaux djihadistes sont capables aujourd'hui de prendre la main, si vous voulez, sur certaines populations. Alors, on va revenir plus globalement sur Emmanuel Macron. Est-ce que vous reconnaissez que Emmanuel Macron, avec son style qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sa jeunesse, avec ce qu'il représente, a quelque chose quand même de positif pour la France, et notamment la France à l'étranger, l'image qu'il renvoie à l'étranger? On voit que dans certains pays, ils sont assez fans de notre nouveau président. Mais écoute, c'est un peu mystique tout ça, parce qu'il n'a pas encore posé d'acte décisif. Donc, en termes de psychologie collective, le fait que quand même... Il incarne quelque chose. On sort d'un François Hollande où tout le monde le perçoit. Non,
Oui, sans rentrer dans une macromania, il y a quelque chose bah oui, d'enthousiasme faut dire, généralisé. excusez-moi, mais il faut dire qu'il a quand même quelques soutiens financiers, de groupes médiatiques, etc., d'une puissance exceptionnelle. Exceptionnelle, Vous on l'a pouvez vu dans la donner des campagne. noms, s'il vous plaît? Comment ça donner des Bah noms? oui, Et il y a des puissances, moi j'ai envie de savoir lesquelles. Bah, les puissances, c'est des personnalités. C'est pas quand vous avez dans vos carnets d'adresses. Vous savez ce qu'il faisait dans le monde de la finance, M. Macron? Il faut être plus précis que ça. À quel moment? Dans quel poste? Dites-moi. Oui, alors il n'a pas fait très longtemps. Hein. Non. Il n'a pas Dites-moi. très longtemps. On a pensé qu'il était trader, etc. Il s'occupait des portefeuilles des médias. Il a fait ça pendant 2 ans. C'est-à-dire qu'il gérait des portefeuilles de, vous savez, on rachète, C'est quelques rachats. Je peux vous dire que le carnet d'adresses qui s'est fait à ce moment-là, alors je ne le connais pas, je ne suis pas capable de vous dire quel est précisément son Oui. carnet d'adresses. C'est Mais une il a un accusation carnet qu'on d'adresses entend souvent, mais qui lui bizarrement, a- vous pensez mais- que BFM TV, c'est par exemple BFM Macron, comme Mais le c'est Front pas, National le dit? ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas des ordres donnés. C'est plus fin que ça. C'est ce qu'on appelle un entre-soi. Ça va de soi. Et par ailleurs, ces grands médias, ces grands groupes financiers ont un intérêt objectif à ce qu'Emmanuel Macron soit président de la République parce qu'il va préserver leurs intérêts. Donc c'est plutôt une grande amicale, si vous voulez, trouvez que, par exemple, à son service. Emmanuel Macron a été épargné depuis qu'il a été nommé. L'affaire Richard Ferrand, l'affaire Bayrou, elle sort pas de... Ah, il reste quelques médias qui travaillent, c'est vrai. Dites-nous. Bah ouais, non, mais... Non, mais je veux dire, vous avez l'impression qu'il est plus épargné par rapport à François Non, Hollande? ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les affaires, elles sortent essentiellement du Canard enchaîné de Mediapart quand même. Hein, Comme sous plus le précédent quinquennat. Voilà, non mais je veux dire, c'est plus rare Et elles qu'on sont voit reprises le par tous les autres médias, France Info, cellule Certes. d'investigation. Non mais une fois que ça y est, on est bien d'accord, mais j'ai rarement vu l'Express ou le Point sortir une grande affaire concernant un ministre ou un puissant de ce monde. Je crois Mais que l'affaire peut-être ça arrivera Big Malion peut-être. part du Point. Bon alors peut-être, sauf exception, mais ce que je veux dire, c'est que il y a dans le monde médiatique une sympathie importante pour le président En Marche. Et à l'échelle internationale, c'est aussi ce qu'on observe. C'est-à-dire que bon, c'est un jeune homme qui présente bien. Ce qu'il a fait est quand même assez impressionnant puisqu'il a un parcours atypique. Donc je peux comprendre que ça suscite une forme d'intérêt dans le monde. On sait que cet argument-là épuise un peu le débat, c'est-à-dire que c'est l'influence qu'il a sur les médias ou l'inverse. Et son talent aussi, écoutez ce qu'il a fait comme quelque chose. Hein. Il a réussi à sulfater le ronron politique de façon assez impressionnante. Donc on peut lui reconnaître ça. Ce qui moi, m'hallucine, je le dis comme ça, je vous le dis comme je pense, c'est qu'il a renouvelé les têtes, il a dynamité le système politique en place, mais au final, c'est pour mener exactement la même politique. Donc il y a une forme d'arnaque, si vous voulez, incroyable, et je pense que les Français vont bientôt s'en rendre compte, et c'est pourquoi ma conviction est que la situation est très fragile, très instable en réalité. Parce que les Français ont utilisé Macron pour renvoyer... pour dégager... oui, c'est vrai, ouais. pour en tout cas renouveler le paysage politique et surtout se séparer du PS et de l'UMP qui ont gouverné toutes ces dernières décennies. On dit, il y en a ras-le-bol, mais à la faveur de ce renouveau, ils vont se retrouver avec la gueule de bois parce qu'on risque d'avoir exactement la même politique. Et c'est ça qui rend la période qui s'ouvre très singulière et très intéressante. Et je pense que la messe n'est vraiment pas dite sur ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Allez, on ouvre notre séquence Assume ton tweet, la séquence où on vous soumet un je le tweet vois, qu'on c'est toujours a le même envoyé. quand Voilà. Ah non, peut-être pas, sans doute pas. On a suffisamment pour qu'on... En fait, on voulait vous interroger là-dessus. Voilà, donc vous étiez scandalisé par le mensonge d'État, disiez-vous, au sujet de l'enquête de la mort de Rémi Fraisse. Merci. Vous exigez une enquête parlementaire et vous aviez des mots un peu durs, en tout cas en droit du ministre Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous diriez la même chose aujourd'hui? Est-ce que vous reprendriez les mots de Jean-Luc Mélenchon au sujet de Bernard Cazeneuve, où il a parlé d'assassinat, d'orchestration d'assassinat? Est-ce qu'il est allé trop loin, selon vous, Jean-Luc Mélenchon, en parlant du ministre? Non, la formulation dans un discours à un moment donné, bon, voilà, on peut avoir un mot, je ne le formulerai pas comme ça, mais il a pointé la responsabilité, évidemment, du ministre dès lors qu'il y a un agent de l'État qui commet... Bernard Cazeneuve a porté plainte. Oui, je connais cette affaire-là, mais quand il y en a eu beaucoup quand même, hein, il y a la mort de Rémi Fraisse, mais par les temps qui courent, je trouve qu'on a, comment dirais-je, on a un climat quand même de très grande pénalisation et de criminalisation aussi des mouvements sociaux, et ça pèse sur nos libertés, ça pèse sur... Voilà, ça quelque chose qui ne fonctionne pas très bien quand même aujourd'hui, et évidemment que le ministre en charge
cette question est forcément en cause. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui est Oui, directement il y avait responsable. une responsabilité Voilà, institutionnelle. c'est pas, mais il y a évidemment une responsabilité gouvernementale et du ministre. Là, on vous dans demandait l'affaire d'assumer un Émilie tweet où vous parliez de mensonge d'État. C'est le terme qui est peut-être le plus fort. Est-ce que on Vous a souvenez dissimulé du la moment vérité? Oui. Non, mais justement, oui. la Elle question l'a c'est été à avec ce le moment-là. recul. Souvenez-vous le contexte. Avec le recul, vous avez l'impression qu'on a quand même fait la vérité autour de cette affaire, puisqu'il y a eu une commission d'enquête. Oui, mais à ce moment-là, Ouais. au moment où l'affaire, je suis désolée, mais on a du mensonge d'État, bien sûr, D'accord. à ce moment-là. Et est-ce que ce mensonge d'État existe toujours aujourd'hui? C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon en disant que son procès en diffamation serait l'occasion de faire la vérité sur cette affaire. Je pense qu'on n'a pas encore toute la vérité et que, en effet, le travail doit continuer et doit se poursuivre aussi dans les consciences, de bien comprendre que on n'est pas à égalité. Un agent des forces de l'ordre n'est pas à égalité devant un citoyen, puisque lui, il a la charge voilà, il n'y a pas d'égalité entre les deux. Alors, je trouve qu'on est dans une situation de tension terrible qui est liée aussi à la lutte contre le terrorisme et à un contexte général, mais que si justement on veut apaiser, parce que je sais que pour beaucoup de policiers c'est très compliqué aujourd'hui, donc je ne veux pas... Voilà. Mais comprenez bien que dans les mouvements sociaux aujourd'hui, la tension, l'impression que très vite on va pouvoir se retrouver perquisitionné, sous les verrous, menacé physiquement, c'est très très violent, c'est très injuste et c'est pas digne d'une démocratie. Et moi, Rémi Fraisse, j'en reviens pas. Enfin, je veux dire, et il me semble qu'il y avait des parlementaires qui avaient alerté sur la situation, que ça allait mal finir, parce qu'il y avait une escalade de la tension localement. Et le ministre n'est pas intervenu. Donc c'est cette responsabilité-là que Jean-Luc Mélenchon veut pointer. Il semble quand même un petit peu regretter en tout cas le terme d'assassinat. Vous en parlez un peu avec lui et des fois, Pas de ça, j'ai pas parlé de ça non. avec lui, mais il arrive à Jean-Luc Mélenchon d'avoir un mot qui dépasse ce qu'il devrait dire. Écoutez, vous vous rendez compte, on a un rythme aussi qui est très dense. C'était après la présidentielle, il a couru et sa circonscription et son... Voilà, on va se tromper, pense après que on peut aussi revenir sur... il l'a fait, je pense qu'il a formulé comme il le souhaitait après, oui. Allez, on passe à... Une séquence un petit peu plus légère, c'est notre séquence bienveillante, c'est la minute pour dire du bien d'eux. Alors évidemment, ce serait trop facile si on ne parlait que de vos amis, vous allez devoir choisir entre deux personnalités et vous efforcer de dire du bien d'eux sur n'importe quoi, mais pendant une minute. Et là, aujourd'hui, vous avez le choix entre François Hollande ou Manuel Valls. Vous avez le choix. Mon Dieu. Vraiment, là, sérieux? Ouais, vraiment, une minute, vous allez avoir un compteur qui s'affiche, mais ça peut être le but du une jeu, c'est de anecdote vous proposer des personnelle, personnalités avec lesquelles vous n'êtes pas forcément mais d'accord. pour dire quelque chose de sympathique et de bienveillant. Alors, Manuel Valls, je ne vais vraiment pas y arriver. Donc, ce que sera les choses François soient Hollande. absolument claires. Parce que, comme vous avez un Premier ministre qui vous explique sur la première matinale radio que j'ai, moi, personnellement, noué des accords avec les frères musulmans, si vous voulez, là, je ne peux plus avoir la moindre bienveillance. C'est quand même assez inadmissible d'avoir dit des choses pareilles. Vous ne lui parlerez pas du tout à l'Assemblée nationale, par exemple? Bon, écoutez, on va voir, mais Avant ça, il faut je dire reconnais du que bien de François je Hollande. n'ai pas pendant une beaucoup minute. d'estime pour Manuel Valls, je le reconnais. Pour François Hollande, Allez, une minute. une minute pour dire du bien de François Quelques Hollande. mots, ouais. Non, c'est difficile. Une hein, anecdote, quelque chose que pas vous appréciez d'anecdote, chez je ne l'ai lui. jamais rencontré. Qu'est-ce que... Maintenant qu'il est retiré, j'imagine Voilà, que ça non vous mais va là, mieux. voilà, une minute, tenir sur une minute sur le fait qu'il a bien fait de se retirer et qu'il a eu, je pense, Il n'y a rien que vous allez la retenir bonne de son idée. quinquennat, par exemple Parce que l'ouverture de mariage aux couples de même sexe, ça c'est vrai qu'il l'a fait, il a tenu sur ce point-là, donc ça c'est bien. Pour le reste, c'est vrai que j'ai du mal. Le problème c'est que domine quand même ce qu'il a fait à la gauche, ce qu'il a fait au pays, et donc j'ai du mal à avoir du coup cette bienveillance. C'est une politique de droite, c'est ça en fait. Oui, du coup, de il fait. pas grâce à vos yeux. Non, la politique Non, est la menée. social-libéralisme, Quand vous avez une ça, c'est explosion pas de du gauche. chômage, de la précarité, vous faites la loi travail, que vous instaurez l'état d'urgence, c'est lui qui a commencé avec cet état d'urgence qui s'est prolongé. Enfin bon, il y a Là, tellement de les sujets économistes sur semblent l'environnement, on est Les en dessous du économistes niveau de la nous disent mer. que les indicateurs sont bons, à la fin de son mandat, les indicateurs sont plutôt bons, l'emploi se recrée, les perspectives sont bonnes. Il y a une tous les conjoncture indicateurs sont verts. internationale, vous allez voir, ça va jouer aussi pour Macron. Il y a une conjoncture internationale qui peut modifier à la marge, voire même faire repartir tous les trucs sur La le monnaie, zéro, du moins la hausse de la baisse de la moyenne, taux etc. d'intérêt, etc. Enfin, globalement, on est dans un pays très très riche.
dans lequel les inégalités sociales et territoriales explosent, le chômage et la précarité explosent, et la réponse aux défis climatiques, environnementaux est totalement niée. Donc je pense que la démocratie est malade. Donc je ne trouve pas le bilan particulièrement Pour revenir Vous sur... aurez tenu 10 secondes quand même sur la. Oui, sur je suis la vraiment ligne. désolée, non mais Pour en plus, j'ai revenir pas de... sur Manuel Valls, est-ce que vous pensez, comme certains dans votre camp, qu'il a triché lors des élections, enfin qu'il y a des soupçons de fraude? Est-ce qu'on va nous apporter des preuves qu'on n'a pas encore eues? Je n'ai pas les informations sur le sujet. Vous mais pensez capable de ce genre de truc, en tout cas je n'ai pas la preuve. Voilà, je soutiens la candidate qui est face à lui et j'ai confiance dans le fait que si elle dit que c'est contestable et que le climat n'était pas serein et qu'il y a peut-être des fraudes, moi en tout cas je la soutiendrai et je serai pleinement de son côté. Voilà, vraiment. Allez, dernière petite séquence, celle-ci s'appelle D'accord avec qui? Oui, 2 déclarations que l'on vous soumet. Le principe, c'est de dire avec laquelle vous êtes le plus en phase. Et évidemment, on ne vous dit pas qui a prononcé quelle phrase. On va parler un peu d'écologie, donc avec cette première personne qui dit « On ne peut pas faire d'écologie avec un Premier ministre pro-nucléaire ». Ça ne s'affiche pas, mais je vais vous les citer. Et la deuxième personnalité qui dit « Si on attend que toutes les planètes soient alignées, on ne va jamais avancer. Ce qui fera la démonstration, c'est le succès de la transition énergétique ». Donc quelqu'un qui, a priori, renie en bloc... François de Rugy? Non. Non, Le principe, c'est pas de au moins deviner, d'être mais d'accord. déjà Nicolas Hulot? entre ces deux Entre ces solutions, deux, oui. avec quelle phrase vous paraît la plus... En phase En avec phase ce que avec vous ce que vous pensez, pensez. si vous Vous êtes deviez d'accord vous avec approprier une. On ne peut pas faire d'écologie avec un Premier ministre pro-nucléaire, ça me paraît... C'est Ouais. prononcé par Logique, Jean-Luc Mélenchon il y a quelques jours. À seconde, et Nicolas Hulot qui est entré au gouvernement, bon, ça ne s'étendra pas trop. Mais quand même sur ce débat là, qui n'est pas tout à fait tranché, est-ce que c'est pas mieux pour faire avancer l'écologie d'être dans un gouvernement, être aux manettes? Non, mais c'est sans fin cette question-là, parce que dans ce cas-là, il faut toujours être au gouvernement. Voilà, l'argument consiste à dire qu'il faut être dedans pour faire avancer. Et quand on s'appelle Alors Nicolas que le Hulot, gouvernement soit de droite, de gauche, de ci, de là, il faut toujours être dans le gouvernement. Bon, vous n'avez plus de démocratie, vous n'avez plus de projet, vous n'avez plus de politique en vérité. Donc c'est pas un argument Nicolas qui Hulot, pour c'est moi pas n'importe tienne. qui. Il incarne quelque chose de différent et en étant au pouvoir, sans doute que Emmanuel Bien Macron sûr, se et met lui-même une pression sur ce qu'il devrait Moi, faire je ou suis pas. étonnée qu'il soit rentré dans ce gouvernement, je vous le dis franchement, parce que tout son cheminement jusqu'ici était justement d'avoir bien compris, et j'ai vu son dernier film que j'avais trouvé très pédagogique et très intéressant, où il faisait tout le cheminement, il part de la protection de l'environnement et il arrive à la fin justement au lobby, au pouvoir en fait du monde financier sur la possibilité même de préserver l'écosystème. Et cette démonstration, il l'a fait formidablement. Donc, il fait, lui, le lien avec la phrase qui est celle de Jean-Luc Mélenchon sur le pro-nucléaire, mais on pourrait en faire une autre. On ne peut pas défendre la transition énergétique et promouvoir un libéralisme débridé sur le plan économique, ne pas avoir une logique de service public, d'intervention publique pour permettre cette transition d'exister. Donc, je pense qu'il fait un choix qui n'est pas un choix cohérent par rapport à son évolution. Je ne sais pas combien de temps il va tenir, par Sauf ailleurs. erreur de ma part, on ne l'a pas entendu sur les pics de pollution actuels. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous demandez à ce que le ministre de l'écologie s'exprime alors que le pays est en pleine canicule et... Écoutez, s'il s'exprime, c'est pour dire quelque chose. Donc, c'est pas simplement pour dire « il y a un pic de pollution, c'est pas bien, il y a un pic de pollution, buvez de l'eau. » Et bon, ce qui est important, c'est qu'il, à cette occasion, il annonce des mesures fortes pour faire face au réchauffement climatique. C'est quand même ça la question, non? Donc, je ne vois rien venir. Alors, je peux vous dire, j'ai lu le livre d'Emmanuel Macron sur l'écologie, C'est pas là où on il va en dire parle que le c'est plus. vraiment pas son truc. Donc, Hein, selon vraiment vous, pas Nicolas du tout. Hulot pas beaucoup de chances de réussir ce qu'il voudrait mettre en œuvre. À vous entendre. Écoutez, je ne sais pas. Dans le programme, moi, je ne vois rien qui permette de répondre à la crise aujourd'hui environnementale. Imaginons Nicolas je Hulot ne qui vois quitte pas. le gouvernement dans 2-3 Mais mois, 6 c'est mois. mais c'est une hypothèse qu'on C'est un ne peut pas revers. exclure Ce serait un revers pour Nicolas, pour le président de la Emmanuel République. Macron. Oui. Enfin, vous avez quand même un président qui soutient le nucléaire, qui a mis en place les Ouibus, qui, sur le diesel et autres questions, est quand même pas, franchement, dans une version écolo. Donc, je suis très étonnée qu'il ait choisi, en effet, d'entrer dans le gouvernement. Allez, on ouvre Alors, la nous séquence. allons aller direction l'Assemblée. Vous êtes arrivés avec le groupe mardi, tous ensemble. Vous étiez au complet, il me semble. Et sur les marches... Jusqu'à mardi, j'espérais encore que nous aurions un groupe
unique Oui, on va en parler. avec les communistes Oui, on va et la dire. France Insoumise. Voilà. Donc les députés de la France Insoumise, et donc vous avez levé le point sur les marges de l'Assemblée en criant résistance. Est-ce que c'était nécessaire? Est-ce que c'était pas un peu too much comme arrivée, comme scénarisation? Ou Je était-ce crois pas qu'elle complètement était- spontanée? Je pense que c'était spontané parce que c'est François Ruffin qui a lancé le mot et puis ça s'est repris. Non, ce qui était préparé, c'était une arrivée groupée, y compris parce que le profil général du groupe est un profil renouvelé, qui n'était pas très attendu puisque beaucoup de circonscriptions ont été remportées sans que personne ne l'ait vu venir. Donc je pense que c'était plutôt de la part de Jean-Luc Mélenchon une mise en scène mais au beau sens du terme, de ce profil général de groupe. Après, je n'ai pas vu l'image que ça donne. Bon voilà, résistance, le point levé, il n'y a rien non plus de bien choquant, non? Et sur le petit commentaire de Jean-Luc Mélenchon sur le drapeau européen dans l'hémicycle, Vous l'avez est-ce entendu? que c'est... J'ai pas vu l'image, je reconnais. Était-ce Elle a été nécessaire? rapportée. Oui, il rentre et puis il voit le drapeau et dit est-ce qu'on est obligé de subir ça? C'est ça. Bon, vous vous souvenez, D'une manière pour lui, dans l'Assemblée, de pointer notre, comment dirais-je, cette relation avec... cette relation avec l'Union européenne qui ne peut pas continuer en l'état. C'est-à-dire qu'il y a un problème de souveraineté qui est posé, clairement, et nous sommes dans un cadre d'affrontement avec ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne. Ça ne veut pas dire... On parlait de je ne pourrais souveraineté, pas mais refaire c'était tout le plutôt une débat remarque sur la... souverainiste. C'est-à-dire Oui. qu'il y avait clairement Non, le souverainisme... il y avait une attitude vis-à-vis du drapeau européen qui était celle du Front National, Alors, pour dire les choses clairement. C'est-à-dire de rejeter le drapeau européen pour ce qu'il est. Et il part de notre héritage historique commun, ça, Bien on sûr. peut le dire. Entendons-nous sur souveraineté, pour pas qu'il y ait de... Mais moi, la souveraineté, c'est la souveraineté populaire, quel que Bien soit sûr. l'échelon. Hein, quel que soit l'échelon. Non, Mais je du veux coup, dire, est-ce ça qu'elle peut est être à l'échelon contestée d'une par commune. l'existence du drapeau européen? J'entends bien, mais ça peut être à l'échelon Bien sûr. de la commune, de la France Ou de l'Europe. ou de l'Europe. Donc moi, je pense qu'il y a un problème de souveraineté, quel que soit l'échelon. Mais que l'Union européenne est un échelon qui, aujourd'hui, empêche une partie de la souveraineté de pouvoir s'exprimer, une partie importante de la souveraineté populaire de pouvoir s'exprimer. Donc c'est pour ça que nous avons un rapport qui est un rapport critique Bien sûr. à l'égard de l'Union Mais européenne. est-ce que ça implique de remettre en cause le drapeau européen, qui est le symbole, pas simplement des textes libéraux, oui, mais oui. aussi d'un héritage de plus d'un demi-siècle? Mais cet héritage d'un demi-siècle, c'est aussi celui d'une Europe qui s'est construite à l'envers, qui a d'abord été un Oui. grand marché économique. Pour Non, dire mais c'est autrement, vrai. est-ce que vous, ça vous choquerait d'entrer dans l'Assemblée, de voir le drapeau, enfin quand vous êtes rentré, est-ce que ça vous a choqué de voir le drapeau européen dans... Bah, la France dans l'hémicycle. est adhérente de l'Union européenne. Donc voilà, il y a le drapeau européen parce que nous sommes adhérents de l'Union européenne. Mais que Jean-Luc Mélenchon fasse un geste de mauvaise humeur à l'égard de l'Union européenne. Donc c'est un geste de mauvaise Voilà, humeur. je partage cette mauvaise humeur, on va dire. Et ce drapeau est là parce qu'institutionnellement, c'est la réalité. Autre petite de notre polémique pays. qui s'est un peu greffée, on n'a pas vu venir celle-ci quand Jean-Luc Mélenchon a parlé du matheux. Cédric Villani. Monsieur Villani. Vous comprenez cette polémique-là qui sort Non, d'un peu nulle part. j'ai mis d'ailleurs un petit moment parce qu'on court dans tous les sens. Donc, puis c'est vrai qu'il y a des polémiques qui prennent comme ça des proportions surréalistes. Donc j'entends qu'il y a une polémique. Et C'est sûr et qu'avec j'ai déjà des mis un excès de petit peu de langage, temps par à définition, comprendre. ça crée Voilà. des polémiques. C'est vrai que c'est un terme Donc, un peu C'est péjoratif. jamais, c'est c'est ça jamais très fatigue. agréable de se faire Mais appeler vous adorez matheux ça. quand on est médaille Fields. Non, mais vous adorez ça, les petites polémiques, les Parfois, on en a ils plus vous que ce qu'on animent. en demande. Voilà. Donc, une fois que j'ai bien démêlé quel était le sujet, là, pour le coup, j'en ai parlé avec Jean-Luc Mélenchon. Il est meurtri à l'idée qu'on pourrait imaginer qu'il aurait le moindre mépris pour cette... Pour la communauté scientifique. Oui, et puis même pour lui, qui quand même est un fort en maths, très Oui, fort, qui est exceptionnel en maths, je ne oui, sais pas c'est- comment on peut dire, donc il n'y a aucun mépris de la sorte. En revanche, j'ai entendu M. Villani nous expliquer que sur la loi travail, il n'avait pas encore de point de vue. Vous voyez. Il Donc, est comme vous sur la moralisation, il n'a pas encore le texte. Oui, il a pas Il nous encore l'a le dit texte. ici même. il l'a dit ici même. Sauf que moi, je peux vous dire que si j'étais dans un gouvernement, j'aurais une petite idée de mon accord ou Il n'est désaccord pas avec encore les membre premiers du- textes il est qui pas arrivent. encore membre du gouvernement. Non, mais si heureusement j'étais dans pour la lui. majorité Je n'en parlementaire doute qui pas. soutient un gouvernement, je pense quand même que Vous j'aurais aurez une une petite idée. idée de ce que je vote. Mais Voilà. on peut être... Surtout sur des sujets qui ne sont pas des sujets marginaux. On est quand même au cœur du réacteur avec la loi travail.
Donc je m'étonne qu'il y ait des parlementaires qui s'inscrivent dans la majorité En Marche et qui aujourd'hui n'ont pas d'avis sur la loi travail. Vous convenez Moi, en tout malgré cas, tout, je trouve ça très étrange. vous convenez quand même qu'on peut être expert en mathématiques et être un bon député, rien n'empêche Ben absolument pas. l'autre. Et Voilà. ça n'a rien à voir. Et puis qu'est-ce qu'un bon député? On pourrait y passer une heure. Hein. Oui, c'est sûr, juste. c'est sûr. On n'a pas le temps, hélas, on va passer. Sur le Code du travail, puisque vous l'abordez directement, vous avez eu Le Monde qui dévoile hier le projet d'habilitation du gouvernement, donc avec différentes ordonnances. Ce sont des pistes qui étaient déjà évoquées, hein, comme les barèmes au prud'homme. Il y a aussi l'idée d'introduire un CDI de projet, notamment sur les chantiers, enfin sur des projets en tout cas bien définis. Ça s'appelle une case du CDI, oui, je vois bien. Voilà, donc c'est un peu votre commentaire. Vous pensez qu'un CDI de projet n'est pas Non, mais viable? c'est extraordinaire, un CDI de projet. Mais on invente des termes, je vous jure, c'est incroyable. On accole des mots qui sont antinomiques les uns par rapport aux autres. Parce que pour vous, c'est un déformer CDD totalement la déguisé. réalité. Ça s'appelle un CDD. Ça existe, le CDD. C'est un CDD. Donc la démarche du gouvernement est d'augmenter le recours au CDD, d'augmenter le recours à la flexibilité et au fond de précariser le marché du travail parce que, à ce titre-là, le gouvernement espère qu'on va lutter contre le chômage et la précarité. L'idée, c'était de rendre plus flexible. Mais bien voilà, sûr, sur certaines mais missions. bien sûr. Mais c'est dogmatique, si vous voulez, chez les libéraux, les néolibéraux aujourd'hui, de penser que si on facilite le licenciement, on aura moins de chômage. Quand même une idée assez saugrenue. Mais leur état d'esprit est celui-là. Nous pensons que dans une société... Est-ce que ça ne peut pas, à l'inverse, davantage faire recruter sur des missions très précises et temporaires? Ce qui permet de faire recruter, c'est que l'économie ne soit pas en récession, qu'il y ait de l'embauche, qu'on ait des services publics qui se développent, qu'on ait de la commande publique pour, par exemple, faire la rénovation thermique, qu'on développe les transports. Ça crée de l'emploi. Qu'on réponde aux problèmes du 4e âge, qu'on fasse des crèches pour les enfants de 0 à 3 ans. Donc ça crée de Quand on l'emploi. vous dit qu'il faut favoriser les accords d'entreprise pour mieux coller à la réalité, justement, des entreprises... Mais et c'est des faux cas parce qu'on particuliers, raisonne comme s'il y vous le avait rejetez un en bloc. énorme... Mais c'est comme... Vous avez vu qu'il y a un énorme volume d'emplois non pourvus et que le problème serait... que les gens ne veulent pas aller travailler, ça c'est bon pour le flicage qu'on veut installer, parce que cette loi elle est dangereuse là-dessus. Si vous refusez 2 emplois, la proposition c'est vous êtes rayé de Pôle emploi. Remarquez, c'est une manière de faire diminuer la courbe du chômage tout à fait intéressante. Vous créez des pauvres d'un côté et des travailleurs pauvres de l'autre. C'est formidable. Sauf que la réalité sociale du pays, elle va être terriblement impactée par cette orientation qui vise tout simplement à casser les protections, mais pas à créer de l'emploi. Ce qu'il faut, c'est créer de l'emploi. Ce sera votre gros combat au Parlement à partir de juillet. Ah oui. Et on parle dedans et dehors. Vous allez manifester dans la rue, même si vous êtes député? Bien sûr. Les députés, on a toujours Cette manifesté. Au contraire, je serais fière d'y aller avec mon Clémentine Autain, écharpe. cette contestation-là, vous allez la partager avec les communistes. Expliquez-nous pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de groupe commun alors, entre les communistes. Écoutez, honnêtement, et il faut demander ça au groupe communiste qui a décidé de se constituer en groupe autonome. Mais vous rejetez toujours la faute les La uns sur les responsabilité. autres. C'était Moi, pareil pendant la campagne. écoutez, Pas vous personnellement. J'ai été élue, soutenue par Avec la les deux France étiquettes. Insoumise et le Parti Vous êtes un communiste petit peu entre les français. deux en plus. Je souhaitais vraiment que nous ayons un groupe commun. Donc, j'ai pas, voilà. Ce que je constate, c'est que pour ma part, j'ai été invitée à la réunion de la France Insoumise. Je n'ai pas été invitée à la réunion du Parti communiste français, enfin des députés communistes. Et avant même d'avoir la discussion avec l'ancien président André Chassaigne, j'apprends par la presse que le groupe est constitué. Donc, c'est pas une histoire de rejeter ou pas Il n'y rejeter. a eu mais même pas de conversation, de discussion. voilà, entre donc les je deux regrette que cette mouvements, c'est ça. discussion n'ait pas pu avoir lieu au cours de la semaine, puisque nous sommes jeudi, on aurait eu le temps, au moins jusqu'à vendredi et même lundi, de poursuivre la discussion. Bon, la discussion a été rendue close par les députés communistes. C'est pas une appréciation En ce qui de se vous rejeter concerne, la vous, faute. parce qu'en réalité, il y a eu des discussions entre Jean-Luc Mélenchon, entre le groupe France Insoumise et les communistes. Il n'y a pas de groupe à groupe. La discussion a eu lieu, je crois, là. D'accord. On y est là. Voilà. Mais c'est une discussion qui intervient après la constitution du groupe. Quand vous discutez avec les communistes, une de leurs grandes inquiétudes, c'était la notion de discipline du groupe. On sait que la France Insoumise avait posé des conditions très strictes pour être investie et encore une fois, a une discipline de groupe, souhaite une discipline de groupe très, très ferme.
Là-dessus, les communistes, c'était un vrai problème. Est-ce que vous, ça ne risque, qui êtes une personnalité indépendante, vous n'êtes pas techniquement mélenchoniste, vous avez un autre parcours politique, une autre histoire, est-ce que ça ne risque pas de vous poser un problème, cette notion de discipline du groupe? Alors, on s'en est expliqué. D'ailleurs, à cause de cette notion et de ce terme, je n'avais pas signé la charte de la France Insoumise. Tout en obtenant leur soutien, ce qui était Voilà, mais ce que j'essaie de comprendre pourquoi on en arrive à cette disposition et à cette charte, c'est que Jean-Luc Mélenchon a à cœur d'avoir une cohérence entre le projet politique qu'on défend, les engagements qu'on prend devant les Français en obtenant quand même 19,5% et ce que les députés vont voter en cohérence à l'Assemblée nationale. Donc je pense que cette charte, elle vise à engager les députés dans un enfants, groupe, les députés, c'est pas des enfants. voilà, dans un travail collectif. Mais je vais dire, si je ne l'ai pas signé, c'est que je pense qu'un député, il vote en conscience, il a des comptes à rendre à la formation politique à laquelle il se rattache, à la famille politique à laquelle il se rattache, mais aussi à ses électeurs et à ses électrices, aux habitants, pour ma part de Sevran, Villepinte et Tremblay, qui ont voté pour moi. Donc je pense qu'il faut garder cette liberté de conscience et je pense que le chemin va se trouver en marchant, parce qu'en réalité, vous allez voir même les députés communistes et les députés de la France Insoumise, dans 95% des cas, ils vont voter la même chose. Oui, bien sûr. Donc, mais ils veulent avoir le choix. Ne faisons pas des pataquès d'anticipation. Et il y aura des moments, oui. Mais si on veut faire une force large, forcément, elle doit être pluraliste. On peut être en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? On peut être, bien sûr qu'on peut être en désaccord avec Jean-Luc Mélenchon, qu'on peut avoir des nuances. Ou un soumis en chef. On peut avoir des nuances, des désaccords, mais il faut que le socle commun sur des grands axes forts soit cohérent et que les députés donnent une visibilité à ce qui les soude et au chemin, en creux. Mais vous êtes une exception donc, dans ce groupe, vous êtes la seule à faire François Ruffin également. Oui, d'accord, donc c'est vous êtes votre exception. oui. Ouais. Vous ne seriez pas mieux dans le groupe communiste pour dire ainsi les choses, finalement, avec davantage de liberté de parole? Moi, je me sens tout à fait libre de ma parole, que je sois dans un groupe ou dans l'autre. Je ne me sens pas muselée, je me sens libre et comptez sur moi pour rester libre. Un petit mot, on parlait de François Ruffin, justement. Lui, il a promis de s'appliquer le référendum révocatoire, alors à l'échelle de sa circonscription. Rapidement, c'est quelque chose que vous pouvez envisager pour vous-même? Le référendum révocatoire, c'est-à-dire qu'en gros, si X% de ces... Oui. Oui, vous pourriez? Oui, bien sûr. Bien sûr, alors je vais dire dans la liberté qui est la mienne. Je sais que c'est une proposition qui a été particulièrement votée par les Insoumis. Oui. Donc c'est une proposition qui rencontre dans le pays, je pense, enfin dans le pays, dans une famille politique, mais je pense dans le pays, qui rencontre de l'écho. C'est-à-dire qu'on n'est plus élu pour une durée de 5 ans? Oui, bien, mais ça, voilà, qu'on puisse remettre en cause à un moment donné. Révoquer en cours de route. Pourquoi pas. Mais ce qui me chiffonne, on va dire, c'est la logique qui sous-tend ça. C'est-à-dire que c'est une logique de défiance et pas de confiance. C'est-à-dire qu'on organise la défiance. Pourquoi pas? Si à un moment donné, trop c'est trop, qu'on puisse dire stop. Moi, je ne suis pas opposée à cette mesure, mais je pense que le travail que nous avons à faire est d'abord cette nouvelle République, ces nouvelles règles, ce projet politique qui doit permettre de renouer avec un rapport de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Et pas commencer par les outils de la défiance. Mais en même temps, vu le cadre politique dans lequel on est, cet outil de défiance, d'une certaine manière, il peut participer à recréer un lien de confiance. Parce que si le député ou l'élu dit écoutez, moi je suis là, mais si je ne respecte pas mes engagements, vous pouvez vous saisir de ça et vous avez le droit de sanctionner d'une certaine manière mon attitude, mon choix. Bon, c'est pas exclure. Un autre point toujours sur François Ruffin, il va s'auto-payer au SMIC, alors il va reverser une partie de son salaire. Pour vous, c'est démago ou indispensable? C'est son choix d'abord, moi je le respecte complètement. Je ne m'appliquerai pas le SMIC, mais je m'applique évidemment une règle de reversement. À votre parti politique? Au parti politique, en tout cas de reversement, il y a la part, vous savez, il y a deux parts. Il y a deux parts, il y a une part fixe, une part variable, mais celle-ci ne rentre pas dans le cadre de Ruffin, qui vont donc aux formations politiques. Et par ailleurs, sur l'indemnité que nous touchons, dans notre famille politique, on a une tradition de reversement important, qui n'est pas le même plus vous allez sur les bancs de la droite. Vous appliquez celle des communistes qui est particulièrement importante ou parce qu'il y a ça dépend en fait des partis et des formations. Exactement. Oui, je pense que chez nous, on est dans le haut du panier de l'exigence, bien sûr. Un dernier mot sur ce qui apparaît être une actualité depuis ces derniers jours. Vous avez sans doute entendu parler du mansplaining dans les transports en commun, cette propension qu'ont certaines personnes à écarter les jambes, etc.
Est-ce que vous redoutez ce genre de phénomène à l'Assemblée nationale, par exemple? J'ai vu un dessin qu'on m'a envoyé plusieurs fois, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est Avec assez Emmanuel drôle. Macron. Où comme il y a pas mal de femmes qui sont Ah oui. à l'Assemblée nationale, on voit les femmes et puis un homme de dos et une femme qui dit tiens, celui-là, je lui mettrais bien la main au cul. Donc ce renversement Dans de le canard, situation, ouais, assez drôle, qui m'a fait plutôt rire. Non, je pense que ça ne se passera pas tout à fait comme j'ai pu le vivre parfois dans le métro, comme Ça ne toutes va les pas femmes. manspreader à l'Assemblée nationale. Pas comme ça, pas comme ça. En revanche, l'idée qu'on aurait fait disparaître le sexisme à l'Assemblée nationale me paraît une curieuse idée. Donc je pense qu'on va devoir affronter, bien sûr, Et vous seriez des bien plus comportements nombreuses, ouais. sexistes. Simplement, le fait d'être plus nombreuses, que les sujets soient désormais sur la table de façon plus forte grâce aux batailles féministes, c'est On ne des outils sifflera forts. plus une femme, une ministre en robe à l'Assemblée nationale. J'espère bien. J'espère bien. Ce sera le mot de la fin. Merci Clémentine Autain d'avoir été avec nous d'un point. Merci à vous. Eh bien, quant à nous, on se retrouve pour un gâteau. Au revoir. Au revoir.